Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill et bonne année à tous. J'espère que cette année 2019 va vous apporter tout ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, on va manger des patates. Beaucoup de patates, mais c'est pas du tout par gourmandise. Hein. Non, absolument pas, c'est juste pour la science, promis. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser la meilleure pomme de terre rôtie au monde. La plus parfaite, celle avec le meilleur goût. Mais avant de faire ça, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est une bonne pomme de terre rôtie. Et en tant que créateur de cette chaîne, j'ai le privilège de faire ce que je veux, donc je vous propose la définition suivante. Une bonne pomme de terre rôtie, elle doit être croustillante à l'extérieur, fondante à l'intérieur, avec le goût de la matière grasse, le goût du rôti, parce que la pomme de terre, ça a un goût assez neutre. Et ça paraît très simple dit comme ça, mais ce qu'on vient de décrire, c'est une petite prouesse scientifique. Parce que si vous avez déjà fait rôtir des légumes au four, hein, je sais pas, des aubergines, des carottes, des poivrons, vous avez le goût du rôti, vous avez la texture fondante de la chair du légume, mais le croustillant, à la place, on a plutôt quelque chose de vaguement séché par la chaleur du four, mais rien qui tienne la comparaison avec le croustillant d'une bonne frite. Et ça, spoiler alert, ça a tout à voir avec la façon dont l'amidon se transforme à la cuisson, et c'est ça le secret pour réussir une bonne pomme de terre rôtie, réussir à maîtriser l'amidon. Mais pour le reste, comment ça fonctionne, hein? Par exemple, quel type de pomme de terre il faut utiliser, quelle matière grasse, animale, végétale, sous quelle forme aussi, quel mode de cuisson. Tous ces facteurs, ils entrent en jeu pour réaliser une bonne pomme de terre rôtie. Et pour comprendre comment tout ça fonctionne, on va essayer d'adopter une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on va isoler chacun de ces facteurs et essayer de comprendre comment ils interagissent sur le résultat final et comment on peut les optimiser pour obtenir le meilleur résultat. Donc, c'est le moment de faire quelques courses. Il y a plus de 200 variétés de pommes de terre qui sont communément admises en France, alors j'aimerais pouvoir toutes les tester, hein, mais ça va être un petit peu compliqué. Ayez pitié de mon estomac. Mais il y a des esprits plus malins que moi qui les ont classés en 4 groupes en fonction de leurs aptitudes culinaires. Les pommes de terre du groupe A, elles sont dites à chair ferme car elles contiennent plus d'eau, donc elles vont mieux se tenir à la cuisson. Les pommes de terre du groupe B, à chair dite fondante, elles sont légèrement farineuses, donc elles vont légèrement se déliter à la cuisson. Les pommes de terre du groupe C, celles-ci, elles sont dites à chair farineuse, elles sont très sèches, donc elles vont beaucoup se déliter à la cuisson. Et les pommes de terre du groupe D, leur chair est tellement farineuse qu'on les utilise essentiellement pour faire de la fécule. Et ça nous arrange bien. Hop! Il y a plusieurs variétés au sein de chaque groupe de pommes de terre. Il est possible d'ailleurs qu'il y ait des petites différences entre deux variétés d'un même groupe, mais pour les besoins de l'expérience, on va considérer que c'est négligeable, donc je me suis limité à une variété par groupe, la Charlotte pour le groupe A, la Victoria pour le groupe B et la Binch pour le groupe C. Au niveau de la cuisson, on va juste regarder s'il vaut mieux les cuire crues ou déjà cuites. Pour la matière grasse, je vais utiliser de l'huile d'olive et de la graisse de canard. Les matières grasses végétales et animales sont très différentes en ce qui concerne le goût, leur composition et donc leur comportement à la cuisson. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai dessiné tous les scénarios possibles et maintenant on peut passer en cuisine. Je vais toutes les couper en gros morceaux parce que je veux du fondant, donc il me faut de la matière. Si on les coupe en tout petits morceaux, on n'aura que du croustillant, comme pour les frites en général ou pour les chips. Ça, ce sont les pommes de terre qu'on va rôtir crues. Je les mets de côté et on va cuire celles qui doivent être cuites. Alors, faut surtout pas se gourer en les rangeant. Ça, l'amandine. Ça, c'est la Binch. Ça, c'est la Victoria. En les faisant cuire, on a réalisé la gélatinisation de l'amidon qui est présent dans les pommes de terre. Il a gonflé, il a éclaté sous l'effet de la chaleur et les molécules d'amidon, elles se sont liées avec les molécules d'eau, ce qui a modifié la texture de la pomme de terre de quelque chose de dur à quelque chose de mou. On assaisonne.
Et là, on va remuer pour bien enrober les pommes de terre de matière grasse. Et maintenant, on fait cuire ça à four très chaud pendant environ 30 minutes à 200-220 degrés. Four ou poêle, il y a assez peu de différence d'un point de vue cuisson. Le four va juste vous demander un tout petit peu plus de vigilance. Donc on ouvre l'œil. À mi-cuisson, je retourne légèrement les pommes de terre pour les faire croustiller de façon uniforme. En les cuisant à feu fort, elles vont développer une croûte rapidement, donc elles vont se détacher toutes seules de la plaque. Si c'est pas le cas, vous les laissez cuire encore un tout petit peu. Ce qu'on voit très clairement, c'est que les pommes de terre du haut, donc toutes celles qu'on a rôties crues, elles sont beaucoup moins dorées que les autres. Je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais elles sont beaucoup plus molles en surface par rapport aux pommes de terre qu'on a rôties cuites, qui elles sont beaucoup plus croustillantes. Et ça, quel que soit le type de pommes de terre ou la matière grasse utilisée, juste à l'œil en les touchant, on se doute bien qu'elles vont pas être croustillantes. Je vais quand même faire l'exercice. Vous voyez, on voit la croûte. C'est fondant à l'intérieur. Elles sont fondantes, mais elles sont pas croustillantes. Donc, on élimine. Attendez, je reviens sur la gélatinisation des pommes. En fait, en les cuisant, on a réorganisé les molécules d'amidon présentes à l'intérieur de la pomme de terre. Sous l'effet de la chaleur, elles ont gonflé, elles ont éclaté, et elles se sont liées avec les molécules d'eau présentes dans l'eau de cuisson. Et c'est ça qui a fait gonfler la pomme de terre. Mais ça a aussi permis de désagréger la pomme de terre en surface, et ça a eu deux conséquences. C'est que la surface de la pomme de terre est devenue beaucoup plus irrégulière. Toutes ces aspérités, elles vont augmenter la croustillance de la pomme de terre par rapport à une pomme de terre crue dont la surface est beaucoup plus dure et beaucoup plus lisse. Et en surface, les molécules d'amidon, elles se sont liées avec la matière grasse, ce qui crée une espèce de pellicule. Et cette pellicule de matière grasse et d'amidon, ça va donner exactement le même résultat que si on avait plongé la pomme de terre dans de la pâte à friture. Et on va tester maintenant les pommes de terre qu'on a rôties cuites en se concentrant sur chaque type de pomme de terre. Donc on va partir des plus fermes jusqu'aux plus farineuses. Sur celle-ci, donc la amandine, on a une croûte qui est croustillante, ça croustille un petit peu, ça n'a pas l'air d'être vraiment très croustillant, je pense qu'on peut avoir mieux. Mais par contre, on a un intérieur qui est complètement fondant, donc c'est plutôt honnête. Regardez là celle-ci, ça c'est la Victoria. Là on le voit, hein, elle est déjà beaucoup plus dorée. Elle est bien croustillante aussi. Alors là on a quelque chose de beaucoup plus croustillant. Et là aussi, regardez, on a vraiment beaucoup de fondant à l'intérieur. Et ça fait vraiment un très bon contraste. Donc ça c'est la Binch, pomme de terre à chair farineuse. Vous voyez la croûte, elle est relativement similaire à la croûte de la Victoria qui est une pomme de terre à chair fondante. Au niveau du croustillant, on a quelque chose de vraiment équivalent à l'oreille. Le croustillant est le même, mais alors l'intérieur, c'est presque la texture d'une pomme dauphine. C'est-à-dire que c'est croustillant à l'extérieur et à l'intérieur c'est presque de la purée, tellement la chair est fondante. C'est absolument délicieux. Entre les pommes de terre à chair fondante et farineuse, mon cœur balance. Les deux, elles font vraiment des pommes de terre rôties très bonnes. Après, c'est une question de goût. Ici, c'est exactement la même explication que tout à l'heure. Plus une pomme de terre elle contient d'amidon, plus elle va pouvoir réorganiser ses molécules avec l'eau pour le côté fondant et avec la matière grasse pour le côté croustillant. Et après, entre les pommes de terre qui ont été rôties, cuites avec de l'huile et celles qui ont été rôties, cuites avec de la graisse, il n'y a pas véritablement de différence au niveau de la croustillance. Celle-ci est un petit peu plus noire, mais je pense que c'est la chaleur du four qui a été un petit peu plus puissante. Au niveau du croustillant, on est quelque chose de relativement similaire, c'est un petit peu plus croustillant quand même avec la graisse de canard. Mais par contre, au niveau du goût, c'est vraiment incomparable. La graisse de canard, elle s'est vraiment infiltrée très profondément dans la pomme de terre. Donc on a quelque chose qui sent vraiment la graisse de canard. Alors,
on aime ou on n'aime pas. Il y a vraiment un avantage en termes de goût à utiliser de la matière grasse animale, ça très clairement. Là, l'explication, elle est assez simple. Les matières grasses animales, elles contiennent plus d'acides gras insaturés que les matières grasses végétales. C'est ça qui leur donne leur texture solide quand la graisse est froide. C'est le cas du beurre, c'est le cas du lard, etc. Donc, elle va mieux enrober les pommes de terre, elle va mieux créer cette pellicule, cette couche de friture autour. Et les matières grasses animales, elles supportent mieux la chaleur que les matières grasses végétales. Leur point de fumée, c'est-à-dire la température maximale à partir de laquelle les matières grasses se dégradent et deviennent mauvaises pour la santé, il est plus élevé pour les matières grasses animales, environ 210-220 degrés, que pour les matières grasses végétales, entre 160 et 200 degrés pour l'huile d'olive par exemple, en fonction de si elle est vierge, extra vierge, etc. Donc les matières grasses animales, c'est peut-être moins bon pour la santé, mais d'un point de vue chimique, ça a un léger avantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est un nouveau format que je teste pour 2019, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou si ça vous a déplu, si vous avez des optimisations aussi, je suis absolument preneur. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit like, un petit partage, parlez-en à votre voisin, à vos amis, à votre famille, ça me fera super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là, je vous embrasse, et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger, vous connaissez la chanson. Ciao.